Bonjour à tous et bienvenue sur Michael Jackson, le podcast. Je suis Michel Piscopo et étant fan de la première heure, j'avais envie de vous faire découvrir au fil de ces prochaines semaines un artiste de génie et un homme d'une grande générosité. Un homme avec ses défauts bien sûr, mais aussi avec ses qualités, qui a donné sa vie aux autres afin de divertir et de procurer de la joie et du bonheur au monde entier. Il s'agit évidemment de Michael Jackson. Sachez que cette série de podcasts, l'un des rares podcasts sur Michael Jackson en français, est extrait de mon livre Michael Jackson, mon étoile, disponible sur Amazon en format livre numérique. C'est par Walter Yetnikoff, dirigeant de la maison de disques CBS, que le changement tant attendu arrive. Après avoir été réticent au vu des chiffres de vente de leur dernier album, il accepte finalement de signer les Jackson 5 sous le label Epic, filiale de CBS. Le contrat est alléchant, prévoyant le versement de plusieurs milliers de dollars ainsi que des royalties 8 à 10 fois supérieures à celles de Motown. CBS a la réputation de s'occuper de ses artistes à plein temps, tant sur le plan financier que sur le plan artistique. Mais malheureusement, les Jackson n'ont pas la permission de produire eux-mêmes leur prochain album. Ils n'auront le droit de composer que 3 chansons par disque. Le reste sera confié aux 2 producteurs les plus en vue du moment, Kenneth Gamble et Léon Ouf. Berry Gordy apprend que les Jackson ont signé un nouveau contrat chez CBS et interdit alors aux 5 frères d'utiliser leur nom de scène Jackson 5. Un procès aura lieu entre les 2 parties et c'est Motown qui l'emportera. Les anciens Jackson 5 s'appellent désormais The Jacksons. Tout semble enfin sourire aux Jackson. L'avenir est entre leurs mains. Sauf que Jermaine refuse de suivre ses frères chez Epic. Il est tiraillé entre sa famille et sa femme, fille de Berry Gordy, grand patron de Motown. Ce dernier lui demande expressément de ne pas suivre ses frères, lui promettant de faire de lui un artiste à part entière. Jermaine décide finalement de rester fidèle à son beau-père. C'est un vrai déchirement, et spécialement pour Michael qui est très proche de son grand frère. Sur scène, il sentira comme un vide, ne ressentant plus la présence de son frère derrière lui. C'est Randy qui remplacera Jermaine au sein du nouveau groupe The Jacksons. Ces derniers sont la cause principale d'une dispute judiciaire entre Motown et CBS. Après le départ de ses anciens protégés, Berry Gordy poursuit CBS afin de ne pas perdre totalement la face, puisqu'au mois de mars, les anciens Jackson 5 annoncent officiellement qu'ils ne renouvellent pas leur contrat chez Motown. Le 16 juin 1976, CBS, la chaîne de télévision, programme une nouvelle série d'émissions spéciales. Après le dessin animé, les frères ont leur propre show hebdomadaire. Intitulé simplement The Jacksons, le spectacle est diffusé chaque semaine et à chaque fois, un invité d'honneur fait partie de la distribution. L'émission, dans laquelle les 5 frères chantent, dansent, font des sketchs et des imitations, est diffusée au cours de l'été 1976. Tous les enfants de Jackson font partie du spectacle télévisé, notamment les 3 filles, Rebbie, Latoya et surtout la petite dernière, Janet. La cadette de la famille est passionnée de comédie. Âgée d'à peine 10 ans, Janet Jackson a un potentiel énorme. Plus tard, elle jouera également dans les séries Fame et Arnold et Willie et contrairement à Michael, à l'âge adulte, elle saura allier sa vie de comédienne et sa vie de chanteuse. La série d'émissions obtient une audience encourageante pour la chaîne qui la diffuse, ce qui n'arrange pas vraiment les affaires de Michael car, même s'il n'en laisse rien paraître à l'écran, il n'est pas vraiment à son aise. Il n'apprécie pas le concept de l'émission, dans laquelle il est obligé de porter des costumes ridicules et de faire des blagues qui ne font rire que leurs auteurs. Le tout exagéré par des rires préenregistrés. Il n'apprécie pas non plus le fait de s'exposer et de rentrer chaque semaine dans les foyers américains, perdant ainsi toute crédibilité artistique. En octobre 1976, Berry Gordy sort un album sous le nom des Jackson 5 puisqu'il possède entièrement les droits d'utilisation liés au groupe. Joyful Jukebox Music sort le 26 octobre. L'album est composé de titres inédits chantés par Michael et ses frères. En novembre, le premier album des Jackson sous le label Epic, CBS, voit le jour. Sagement baptisé The Jacksons, le disque contient 2 chansons écrites par le groupe. L'une d'elles est même signée par Michael lui-même. Le reste de l'album est confié à 2 producteurs. 10 morceaux constituent le disque aux sonorités disco. Enjoy Yourself est le premier single lancé pour la promo de l'album, mais les ventes de l'album ressemblent à ce qui s'apparente le plus à un échec commercial. Malgré un contenu joyeux et sympathique, ainsi que 3 singles appuyant la promotion de ce disque. Michael et ses frères ne se laissent pas abattre pour autant et ils continuent d'écrire de nouvelles chansons qui pourront toujours servir à un éventuel album
produits entièrement par eux-mêmes. Michael, quant à lui, va prendre une autre direction artistique, celle du cinéma. En juillet 1977, il démarre les répétitions du film The Wiz, une adaptation de la comédie musicale du Magicien d'Oz, jouée à Broadway et qui remporte un succès considérable. Sidney Lumet adapte sa version avec une distribution exclusivement composée d'Afro-Américains, avec une action qui se situe dans les rues de New York. Le film est produit par Motown et le rôle principal est confié à Diana Ross, qui jouera le rôle de Dorothy. Michael Jackson, lui, y joue le rôle de l'épouvantail. Michael quitte la maison familiale pour se rendre à New York. Il s'installe dans un appartement dans le quartier huppé de Sutton Place. Mais Michael n'est pas tout seul. Il est chaperonné par sa sœur Latoya, ce qui ne l'empêche pas pour autant de découvrir la vie new-yorkaise et ses boîtes de nuit mythiques. Il fréquente notamment à cette période le Studio 54, dans lequel il rencontre des célébrités comme Mick Jagger, Freddie Mercury, David Bowie ou encore Andy Warhol. Michael s'émancipe et profite pleinement de ne pas avoir constamment sa famille sur le dos. Il découvre également les premières émotions du flirt, puisqu'au détour d'une soirée, il croise Tatum O'Neal, qui n'a que 14 ans alors que lui en a 19. Ayant eu une enfance quelque peu mouvementée, Tatum O'Neal sent en Michael un prétendant timide et décide de lui laisser un souvenir de jeunesse assez touchant. S'approchant vers lui, elle lui prend tendrement la main. Ce geste restera pour Michael un moment inoubliable. Plus tard, invités par Hugh Hefner dans le manoir Playboy, les deux tourtereaux sont dans le jacuzzi et passent un moment de discussion et de rigolade, obligeant Michael à diffuser quelques jours plus tard, suite à une rumeur, un communiqué de presse précisant que chacun avait son maillot de bain et qu'aucun des deux n'était nu dans le jacuzzi. De nombreuses rumeurs circulent sur sa sexualité. On raconte qu'il voudrait changer de sexe ou qu'il est homosexuel. Les médias commencent doucement à rentrer et à s'immiscer dans sa vie privée. Le 4 juillet 1977, Michael sent qu'un coup de poignard traverse sa poitrine. Il a du mal à respirer et a peur de mourir d'une crise cardiaque, mais tente de garder son calme. En un instant, une douleur angoissante le traverse. Il se rend directement chez son médecin qui diagnostique un pneumothorax dû au surmenage et au stress. Le pire est évité, mais Michael se plonge malgré tout dans le travail. Le tournage du film The Wiz a commencé. Il a lieu au studio Astoria de New York du 3 octobre au 30 décembre 1977. 6 jours sur 7, il se lève à 4 heures du matin afin d'aller au travail. Arrivé, il se place dans un fauteuil derrière lequel l'attendent notamment Stan Winston, futur créateur des effets spéciaux de Jurassic Park, prêt à métamorphoser Michael Jackson en gentil épouvantail après 5 heures de maquillage. En plein tournage de The Wiz, Michael demande un rendez-vous avec les dirigeants de CBS afin de mettre les points sur les i. Les Jackson veulent écrire et produire leur propre musique et d'ailleurs, ils disposent de suffisamment de matériel pour remplir un disque entier. Un peu réticents, Ron Alexenberg et Walter Yetnikoff, directeur exécutif et président du label CBS, acceptent et décident de faire confiance aux 5 frères, mais ils le font tous les deux à leurs conditions. Les Jackson devront encore sortir un album produit par le duo Gamble et Ouf. Puis, les fils de Joe auront toutes les cartes en main pour prouver de quoi ils sont capables. L'album Going Places est donc disponible dès le 29 octobre 1977 et malgré quelques tubes, il est rapidement considéré comme un véritable échec. Les 5 frères Jackson sont déterminés et leur prochain album sera entièrement marqué de leur empreinte. Seul inconvénient, l'une des conditions prises par Alexenberg et Yetnikoff prévoit également que si l'album est un nouveau flop, les Jackson devront chercher une nouvelle maison de disques. Les frères sont sous pression et mettent les bouchées doubles. Le prochain album devra être parfait. Mais une nouvelle tournée les attend. Elle démarre le 22 janvier 1978. Les 5 Jackson continuent malgré tout à écrire des chansons puis finissent par enregistrer l'album. Le titre est déjà adopté. Il se nommera Destiny. Ainsi, fin août 1978, le titre Blame It on the Boogie est distribué et un autre titre est diffusé en parallèle. Il s'agit de Ease on Down the Road, duo entre Michael Jackson et Diana Ross qui fait partie de la bande originale du film The Wiz. D'ailleurs, le film sort en salle le 25 octobre, mais il apparaît rapidement qu'il s'agit d'un échec commercial retentissant, malgré les sommes conséquentes injectées dans la production par Berry Gordy.
plus que jamais déterminé à créer un empire cinématographique sans précédent. Pour Michael, tout n'est pas si négatif. La critique encense son interprétation de l'épouvantail et le film lui permet de rencontrer un vieux loup de l'industrie du disque, Quincy Jones, musicien de jazz hors pair et compositeur de génie. C'est d'ailleurs lui-même qui officie en tant que directeur musical de The Wiz. On peut d'ailleurs le voir dans une scène à la toute fin du film, assis devant un piano. Malgré la déception évidente de Michael face à l'échec du film, il se jette à corps perdu dans la promotion de l'album Destiny qui sort en décembre 1978. Le disque est produit par Michael et ses frères, secondé par 2 autres producteurs. L'album est vraiment agréable à écouter et contient des tubes en puissance. Blame It on the Boogie, Things I Do For You ou encore Shake Your Body, Down to the Ground sont des bombes funky de plus soutenues par des ballades aux mélodies accrocheuses. L'album Destiny se vend à plus de 2 millions d'exemplaires. Le succès reprend ses droits avec les 8 titres de folie qui composent l'album. Pour promouvoir le disque, les 5 frangins montent un nouveau spectacle. Le bien nommé Destiny Tour sillonnera les routes des États-Unis, de l'Angleterre, de la France, des Pays-Bas ou encore de l'Afrique du Sud, entre autres. Malheureusement, Michael souffre de nombreux problèmes physiques lors de cette tournée. Il perd notamment sa voix et Marlon est contraint de chanter les parties vocales de son frère. Mais malgré tous les efforts fournis, le groupe annule plusieurs dates. Le public veut voir et entendre Michael. Au cours d'une répétition pour le Destiny Tour, Michael tourne sur lui-même et chute violemment, occasionnant une fracture du nez. Étant assez mal à l'aise avec son physique, il décide de contacter Steve Hufflin, un chirurgien plastique réputé de Beverly Hills. Michael a dans l'idée, en plus de soigner son nez, de le remodeler, voire de l'affiner quelque peu. Ainsi, pour la première fois, il passe par la case chirurgie plastique, non sans appréhension. Mais Michael est satisfait de cette nouvelle apparence physique que lui procure ce petit changement. Cependant, l'intervention médicale devra se renouveler car Michael éprouve des difficultés à respirer. Steve Hufflin le réopère afin de repositionner sa cloison nasale. Mais Michael est angoissé, et ses complications vocales en découlent certainement. Il est stressé et fatigué par la pression constante que sa famille et notamment son père lui imposent. Michael veut prendre son envol. À l'âge de la majorité, soit 21 ans, il supporte mal les exigences de son paternel et de ses frères. Ce qu'il veut, lui, c'est voler de ses propres ailes. Il a un projet d'album solo dans la tête et rien ne l'empêchera de le mener à bien. D'ailleurs, sa maison de disques, Epic, le soutient dans cette démarche. Son père, qu'il ne supporte plus, engage 2 hommes d'affaires, des blancs, pour gérer les affaires du groupe, Ron Weissner et Freddie Deman, tandis que Michael, de son côté, crée avec ses frères leur première société de production, Peacock Productions. Michael choisit le paon pour illustrer cette association car il aime l'idée que cet oiseau représente un symbole d'unité. Toutes les couleurs contenues dans la queue de l'animal expriment pour lui toutes les races, tous les peuples et toutes les couleurs de peau différentes. Berry Gordy, toujours à l'affût du dernier succès des Jackson, sort un ultime album composé d'inédits des Jackson 5. Le pressage et la distribution sont limités et aucune réédition n'aura lieu. L'album Boogie ne fera pas date dans l'histoire, si ce n'est pour les collectionneurs. Michael a de plus en plus de mal à se sentir à sa place au sein du groupe familial. Il s'isole constamment, ne prenant plus part aux réunions organisées par son père et ses frères. Contractuellement, il ne peut se dégager de ses obligations familiales. Mais malgré le fait qu'il aime profondément sa famille, il sent en lui une énergie folle, prête à exploser. Il a un besoin de se libérer de ce poids qu'il traîne derrière lui comme un boulet. Sa vie, sa carrière, il la touche du bout des doigts. Trop occupé à porter à bout de bras ses frères qui comptent beaucoup, trop peut-être, sur lui. Il est fatigué de se battre pour sa famille. Il veut se battre pour lui-même. Cette musique qu'il entend au fond de lui, c'est la sienne, pas la leur. Cette musique sur laquelle il travaille déjà, et ses frères vont l'aider coûte que coûte à matérialiser cette musique céleste. Et surtout, il va falloir trouver l'homme qui va pouvoir faire de son rêve une réalité. Michael se rappelle alors de ce musicien de jazz qu'il avait rencontré lors du tournage du film The Wiz. Il téléphone donc à Quincy Jones afin de lui demander quel producteur pourrait l'aider à concrétiser son projet d'album solo. Quelque temps plus tard, les 2 hommes se rencontrent et tombent d'accord sur la direction à prendre pour le nouveau projet baptisé Off the Wall. Une nouvelle chanson de Michael sort. Il s'agit d'un titre tiré de la bande originale du film The Wiz, You Can't Win.
Ce morceau est bien vite éclipsé par le monument qu'est Shake Your Body Down to the Ground des Jacksons. Le succès des Jacksons est incontestable et le 13 mars 1979, l'album Destiny est certifié disque d'or aux États-Unis. Après avoir parcouru le monde dans tous les sens avec le Destiny Tour, Michael prend les rênes de sa carrière entre les mains. Il s'enferme avec Quincy Jones en studio afin de travailler d'arrache-pied sur le projet qui lui tient le plus à cœur, son nouvel album solo, Off the Wall. Michael se rend vite compte que le choix de Quincy en tant que producteur s'avère judicieux, et ce, malgré les vaines tentatives de ses proches qui lui déconseillent fermement cette association, prétextant une manière de travailler de la part de Quincy qui ne serait pas compatible avec celle de Michael. Mais il voit en Quincy un mentor, un père ou un grand frère, et une relation fusionnelle s'installe entre les deux artistes. Bref, une vraie alchimie s'installe entre eux. Quincy laisse Michael travailler en toute liberté. Il le laisse expérimenter et composer ses propres chansons, tout en ajoutant les petits détails qui claquent et qui ont de l'importance dans un morceau. Quincy apporte également avec lui toute une armada de musiciens de talent comme George Duke et Greg Phillinganes au clavier, les frères Johnson à la guitare et à la basse, ainsi que Steve Porcaro du groupe Toto et des compositeurs de génie comme Stevie Wonder, Rod Temperton qui signera plus tard le titre Thriller ou encore Paul McCartney. Ce dernier avait proposé à Michael un titre baptisé Girlfriends, qu'il avait écrit en pensant à la voix de Michael. Mais malgré l'enthousiasme du jeune Jackson, qui tarde à enregistrer le morceau, Paul McCartney décide de la faire figurer sur son propre album, London Town, sorti en 1978. Quelques mois plus tard, alors que Michael et Quincy sont en plein travail d'élaboration, Quincy propose une nouvelle chanson à Michael, celle-là même que l'ancien Beatles lui avait proposée quelques mois plus tôt, Girlfriend. Michael décide finalement d'enregistrer la chanson persuadé que ce titre doit figurer sur son album, puisque, sans le savoir, Quincy Jones lui avait proposé exactement la même chanson que son ami Paul McCartney. Des centaines de chansons sont travaillées et le choix est difficile. Les supports audio de l'époque, le vinyle en l'occurrence, ne permet pas encore de mettre autant de musique qu'aujourd'hui. Donc, 10 chansons auront leur place sur Off the Wall, dont 3 composées par Michael lui-même. Get on the Floor, Working Day and Night et Don't Stop Till You Get Enough. Et c'est d'ailleurs ce dernier titre qui est choisi pour lancer la promotion de l'album. Le 28 juillet 1979, le 45 tour Don't Stop Till You Get Enough est dans le commerce. La chanson passe également à la télévision puisqu'un clip a été tourné dans lequel on peut voir Michael danser sur un décor très années 70 composé d'objets mobiles et d'effets visuels rudimentaires. Le seul effet spécial du clip est l'apparition de 3 Michael dansant côte à côte pendant quelques secondes. Le morceau est très dansant, très disco. On peut d'ailleurs entendre le chanteur passer en voix de tête pendant la quasi-totalité du morceau. Sa voix, dans les couplets, semble se multiplier à l'infini. Le travail effectué sur l'album est à des années-lumière de ce qu'il a pu faire avec ses frères vocalement. Et quelques jours plus tard, début août, le public découvre enfin l'album Off the Wall. La pochette est soignée. Le look du chanteur qui pose avec smoking et nœud papillon est plus adulte que jamais. Le regard est perçant, la pose est cool, et un large sourire traverse son visage. Le résultat de son travail est tout simplement bluffant. Le contenu du disque est un savant mélange de disco-funk programmé à faire bouger les postérieurs du monde entier. À la fois pop, soul, disco et funk, l'album contient des merveilles. Tout est intelligemment équilibré, entre ballades romantiques, mid-tempo entraînant et rythmes endiablés. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Michael Jackson, le podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'histoire de Michael Jackson et revenir sur sa légende. À bientôt!